You got me open, I keep bleeding, I keep. Aujourd'hui, je reçois Athénaïs qui vient nous parler d'un sujet plus qu'important, le deuil périnatal. Je vous laisse tout de suite découvrir son témoignage. Bonjour Athénaïs. Bonjour Sandy. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour la chaîne Maman Sacrée. Moi aussi, je suis contente d'être là. Vraiment. On va pouvoir aborder ensemble un sujet qui est très important. Tu vas nous partager ton histoire, ton expérience. Donc, je vais te laisser te présenter et puis ensuite, on va pouvoir en discuter ensemble. Ok, ça marche. Alors, moi, c'est Athénaïs, j'ai 33 ans et je suis maman plusieurs fois déjà. Ouais. Je suis maman de Sanae qui a 2 ans et demi. Oui. Ça y est, là, elle les a. Elle avait une jumelle qui s'appelle donc Viana, mais donc elle n'est pas avec nous et il s'est passé des petites choses pendant ma grossesse. Okay. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour Mm. parler de Viana et de mon parcours de grossesse sur ma première grossesse du coup. Et je suis récemment maman de Isao, qui a même pas 3 mois encore, qui va avoir 2 mois au moment où on se parle. Donc voilà, ça c'est ce que je suis pour l'instant. Okay. Voilà. Et donc oui, on va aborder ensemble un sujet qui est plus qu'important et encore trop tabou, je trouve, mais le deuil périnatal. Donc voilà, le deuil périnatal, c'est ça. Ouais. Donc en l'occurrence pour moi pendant la grossesse. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour toi déjà, cette grossesse, et comment en fait tu es arrivée à ce deuil, dans quel contexte il est survenu en fait? Ok. Alors avec mon mari, on s'est mariés en juillet 2022. Oui. Et je suis tombée enceinte le 30 août 2022. Donc vraiment très rapidement après, ce que je n'imaginais pas du tout. Je pensais que j'allais mettre des mois et pas du tout. Donc déjà, ça a été une grosse surprise quand je l'ai appris parce que je l'ai appris, j'étais déjà à 6 semaines. D'accord. Donc j'avais déjà passé une bonne partie du premier trimestre. J'ai eu des symptômes très vite, très forts et surtout au niveau de mon taux hormonal, c'était anormalement élevé. D'accord. Mais à ce moment-là, je me pose pas plus de questions. J'attendais de voir mon médecin et il s'est pas trop questionné sur le moment. En tout cas, il m'a rien dit. Et en fait, finalement, très rapidement, j'ai découvert que c'était une grossesse gémellaire. D'accord. Voilà. La petite anecdote, c'est que ma famille disait tout le temps qu'on allait avoir des jumeaux, des jumelles en premier et tout ça. Mon grand-père me le disait tout le temps et tout ça. Donc, je croyais pas. Pour moi, c'était impossible. Il y avait pas ça dans ma famille en plus. Et au final, ouais, le 15 septembre 2022, du coup, j'ai découvert ça. Donc, ça a été un immense choc. Quand on l'a appris, je suis vraiment littéralement sortie de mon corps. J'ai rien compris. J'étais spectatrice de la situation et tout. Et David, mon mari, avait lui compris tout de suite qu'il y avait deux poches sur l'échographie, etc. Voilà, donc tout se passe pas hyper bien dans le sens où c'est pas fluide, quoi. Il y a des échographies toutes les 2 semaines, il y a un contrôle qui est fait toutes les 2 semaines. Je vois mon gynéco tout le temps. Bref, voilà. À ce moment-là, on vivait sur l'île aussi, je l'ai pas précisé. D'accord. Donc on était loin de nos familles, même si on les a tenus au courant rapidement de cette situation de gémellité. Donc on fait beaucoup de contrôles. Je fais aussi tout ce qui est trisomie 21, ça se passe très bien et tout ça, il y a pas de souci. Et j'ai beaucoup de mal à rentrer dans cette grossesse. Je suis persuadée que j'irai pas au bout avec les deux, qu'il va se passer quelque chose. Je suis très stressée. Je me dis c'est pas possible, je peux pas démarrer ma vie de maman comme ça. J'avais très envie d'être maman, j'avais très envie d'allaiter, et là j'avais l'impression que tout ça c'était pas possible du coup. Donc je suis emprunt à beaucoup de doutes. Oui. Je suis vraiment pas positive. Et du coup, je décroche de tout. Autour de moi, je suis un peu froide, je suis un peu distante, voilà. Et en même temps, j'ai envie de dire assez rapidement à pas mal de gens que je suis enceinte et tout ça, donc je le fais, je le dévoile quand même assez vite à pas mal de mes amis. Voilà. Donc on va dire que c'est comme ça que ça se passe les 4 premiers mois. D'accord. Et à partir du 5e mois, je sais pas, j'ai un espèce de déclic. Je me dis bon il y a quand même pas mal de temps qui est passé. On arrive à la fin du deuxième. On va rentrer dans le 2e trimestre. Oui. Ça devrait aller et tout. Je sens comme des bulles. Ça commence je commence à le ressentir physiquement, à se manifester, voilà. Et on attend juste la 2e échographie officielle, la T2, pour connaître les sexes. Du coup. Donc on commence à faire nos petits pronostics, on commence à choisir des prénoms, tout ça.
Et puis le vendredi 19 décembre, 16 décembre ou 17 décembre, enfin bref, au mois de décembre, quoi, je me souviens que du coup, c'est à ce moment-là que je dois connaître les sexes. Et donc du coup, je suis super contente parce que je commence enfin à rentrer dans ma grossesse depuis quelques semaines à peine. Et en fait, il nous laisse même pas vraiment découvrir les sexes parce que tout de suite, il y a un truc. Il voit quelque chose à cette échographie. Donc mon gynéco, que j'ai vu tout le temps pendant cette grossesse, nous dit alors pour la première, ça a l'air d'aller. Par contre, pour la deuxième. Et du coup, comme ça, on comprend qu'il y a 2 filles. Voilà. Oui. Du coup, C'est à ce moment-là brutal. que il a pas pris le temps de vous dire c'est 2 filles Non, et il a tout de suite focalisé tout de sur suite. Sur l'anomalie, sur l'anomalie. le quelque chose qui se passait. Qui Quoi. se passait. Voilà, à ce moment-là, on sait pas trop. Il marmonne quelque chose, je comprends même pas ce qu'il dit sur le moment. Mon mari me dit, je crois qu'il a parlé de spina bifida. À ce moment-là, on comprend pas, on sait pas. Donc voilà. La seule chose qu'on comprend, c'est que c'est trop grave pour qu'il s'en occupe lui et qu'il vaut mieux faire de vraies vérifications ailleurs. D'accord. Donc voilà, donc il nous fait comprendre que c'est 2 filles, donc nous on est trop contents à ce moment-là. Oui. Voilà, c'est surtout ça. À ce moment-là, on pense pas au reste tout de suite. Oui. À tout ce qu'il a dit à côté. Donc voilà, 2 filles, c'est génial. Donc à ce moment-là, on est le vendredi, tout ça. Et puis donc il nous dit, donc moi à mon niveau, je vais devoir arrêter le suivi. On va faire d'abord un contrôle plus poussé, et si jamais il y a pas de problème, vous revenez vers moi. Mais je pense qu'il y a un problème. Voilà, donc là à ce moment-là, sur des mots tels quels. oui, il y a un problème. Il y a quelque chose qui semble ne pas aller. Pour moi, ça va être grave, mais il vaut mieux le vérifier avec quelqu'un d'autre. Donc il nous renvoie vous vers. accueillez la nouvelle tous les deux. Avec, Moi, à ce moment-là, je crois que je réalise pas du tout que ça peut être très grave au point où ça va être grave au final. Je me dis bon, ça va nécessiter une opération, va y avoir peut-être une césarienne. Je me dis juste ça en fait. Je me dis pas, et j'en ai même pas parlé plus que ça. Hein. C'est-à-dire que à ce moment-là, on sort donc du rendez-vous. Il nous a donc redirigé vers le centre de diagnostic anténatal de Lille. D'accord. Donc vraiment beaucoup plus poussé avec des spécialistes, etc. Et donc ça c'est le vendredi. J'insiste parce que du coup en fait pendant tout le week-end on a décidé de choisir définitivement les prénoms des filles. Voilà. Donc on valide 2 prénoms le samedi soir et entre-temps on appelle un peu la famille. On leur dit bah écoutez, il y a un bébé qui va très bien, l'autre il semblerait qu'il y a un petit souci. On dit ça comme ça. On nous a parlé de spina bifida et tout. J'ai vu quelques têtes se décomposer quand j'ai dit ça, mais je crois que j'étais vraiment dans mon monde parce que j'ai pas réalisé que ça pouvait être grave. Et je revois notamment dans ma tête une de mes belles-sœurs, une des sœurs de mon mari, spina bifida, ah oui, ils vous ont dit ça et tout. Et je lui dis, je sais pas ce que c'est. Elle me dit, je crois que c'est pas très positif, mais bon, attends de voir le rendez-vous, voilà. Et le gynéco nous avait dit que ce serait très rapide. On serait recontacté très rapidement parce que c'était très important de vérifier. D'accord. Donc tout ça, c'est le samedi. Le dimanche se passe, tout ça. On commence un petit peu à stresser, mine de rien, après les quelques personnes qui nous ont dit que peut-être il fallait quand même se préparer à quelque chose de sérieux. Et le dimanche, dans l'après-midi, mon mari il était en télétravail, mais il était très pensif et tout. Et il me dit, je sens pas trop bien les choses. Moi, j'étais encore en train d'être dans mon déni, je pense. Et on reçoit un appel vers 15h. Et il nous dit, écoutez, c'est le centre de diagnostic anténatal. Le docteur Intel, je me souviens plus de son prénom, à cette dame qui était géniale, mais je me souviens plus de son prénom, va vous recevoir aujourd'hui, le plus vite possible, si possible, dans 1 heure, si vous pouvez être là, ça serait très bien. Donc là, on comprend le caractère urgent quand même. Oui. Là, à ce moment-là, j'ai un truc. Ouais, il y a quelque chose vraiment d'urgent. J'ai un déclic, ouais. Et mon mari qui était en télétravail, il me dit, je vais les prévenir, je viens avec toi tout de suite. On y va ensemble et tout. Je lui dis, mais non, t'inquiète pas, je fais l'aller-retour. J'étais pas sûre, mais je sentais qu'il y avait un truc, mais je pouvais gérer. On y est allé et au final, on a passé plus de 3 heures en échographie. C'était très, très, très long. Elle a vérifié le moindre détail des 2 bébés. Et en fait, donc le premier bébé, donc Sanae, tout allait bien, elle vérifiait tout, elle nous montrait chaque membre, chaque détail, etc. On a fait des échographies en 3D, ce qu'on n'avait pas pu faire avant. Donc là, on était contents, on voyait ça, et c'était super et tout. Et puis quand elle est passée à ma deuxième fille,
là, elle disait plus rien du tout. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai compris que ça allait s'avérer vachement compliqué et grave. Et on s'est croisés du regard avec mon mari à ce moment-là. Il m'a tenu la main. Il m'a dit, on sait, ça part en couille. Il m'a dit ça comme ça. Je sais pas si on va pouvoir regarder ça au montage, mais c'est vraiment ça. Il m'a dit, là, ça pue. Ça va partir. Là, il a senti que là, il y avait quelque chose de voilà, c'est grave. ça. Ouais, c'est ça. Le silence a été assez immédiat. Hein. Elle est passée à l'autre bébé, elle a plus parlé. Très concentrée et tout ça. Je disais rien non plus parce que je voulais pas entendre ce qu'elle pouvait dire. Ouais. Mais d'un autre côté, j'imaginais toujours pas que ça aille aussi loin que ce qui a été au final après. Ok. Donc elle fait cette échographie très longuement, bien dans le détail, et elle nous dit bon, je vais vous expliquer, on va s'installer calmement, tout ça. Donc on est passé au bureau. J'étais déjà éprouvée par l'échographie, il a fallu que je me mette dans pas mal de positions. Enfin, c'était très compliqué quand même à ce moment-là, très très intense. C'est intense comme échographie parce que effectivement, ça doit être beaucoup. Il faut vérifier tout. Poussé que les T1, T2. C'est ça. Et c'est vrai que sur l'échographie qu'elle nous a fait sur ma deuxième fille, du coup, là j'ai vu qu'il y avait un truc qui était pas pareil que l'autre. Et c'était notamment au niveau de la colonne vertébrale, qui en fait s'ouvrait vers le bas. D'accord. Donc ça s'appelle donc un spina bifida. Mais en plus du spina bifida, en fait, il y avait 2 malformations gravissimes. Elle nous a parlé de myéloméningocèle et de Chiari 2. Voilà, donc ça c'est une malformation du cervelet qui fait que le cerveau pouvait pas se développer complètement et qu'il allait avoir beaucoup de limites à ce niveau-là. D'accord. Et que du coup pour toute la partie colonne vertébrale ouverte, en fait, il y avait une rupture des sensations et tout le corps de ma fille à partir du thorax ne fonctionnait plus, n'était pas mobile du tout. Donc on était sur de multiples malformations très très graves et elle nous l'a dit directement. Elle nous a dit vous faites partie ça fait partie des malformations les plus graves et les plus irrémédiables en fait, irréversibles qui existent. Elle a dit le spina bifida à plusieurs niveaux. Vous êtes à un niveau le plus grave. Elle a vraiment utilisé le mot grave. Donc elle nous a dit il existe des options. Vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe. C'est un accident de grossesse. Votre autre fille va très bien. Et si elle va très bien, c'est parce que c'est une grossesse bicoriale biamniotique. Donc, elles étaient chacune dans une poche et Sanae était très bien protégée et Viana, je sais pas ce qui s'est passé, je l'explique toujours pas. Il y a pas de sens pour moi dans tout ça, mais voilà. C'est ça qui s'est passé. C'est comme ça qu'on a appris ce qui se passait. Et donc après, elle nous a parlé des options. Elle nous a dit que il y avait des choses opérables. D'accord. Au niveau de la colonne, il y a des choses qui sont opérables à la naissance. Mais il y a un pourcentage de chance de gagner en capacité moteur derrière qui est très très bas en fait. Elle nous a dit que dans tous les cas, notre fille serait gravement handicapée dès la petite enfance. Elle nous a dit quelque chose et c'est là que je crois qu'on a décidé de ce qu'on ferait avec mon mari. Elle nous a dit que elle pourrait pas parler, elle pourrait pas danser, elle pourrait pas rigoler. Et donc là, mon mari, je me souviens, il a mis sa main sur ma cuisse, il m'a regardé et il m'a dit « on sait ». Et en fait, il m'a dit ça parce que au tout début de la grossesse, quand on a su que c'était des jumeaux, on savait pas encore quoi, lui, il pense toujours au pire, contrairement à moi. Et donc, il m'a dit, si jamais il y a un problème, si on apprend qu'il y a un problème sur cette grossesse et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? S'il y en a une des deux qui va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Et avec beaucoup de recul, je l'ai remercié d'avoir eu cette discussion avec moi. Oui. Parce que du coup, on a pris la décision beaucoup plus facilement à ce moment-là d'arrêter la grossesse pour ma fille qui allait être trop lourdement handicapée. Parce que quand on a eu cette discussion, je lui ai dit, je sais pas, c'est un peu bizarre quand même comme scénario. Il me dit, on sait jamais. Grossesse gémellaire, c'est très compliqué. Et là, j'ai dit, écoute, je pense si c'est vraiment trop grave, on fera un choix. Il sera douloureux, mais on fera un choix. Mais à ce moment-là, on se le dit, mais on n'imagine pas que ça arrive vraiment. Bien sûr. Là, c'est vraiment une discussion en plus que vous aviez anticipée, mais sans vraiment voir voilà, c'est ça. les choses. Et au final, avec le recul, tu te dis que finalement, c'était bien d'avoir cette discussion. En fait, ça nous a fait gagner du temps
dans le sens où on s'était un peu préparé à une éventualité de problème, l'éventualité d'une grossesse très médicalisée. Bien sûr. Voilà, on n'était pas dans une bulle hyper positive, et c'est pour ça aussi que j'ai eu autant de mal à me rentrer dedans. C'est parce que Oui, j'étais tout à fait. consciente que ça pouvait être compliqué. Oui, puis c'est des grossesses qui sont Voilà, très c'est ça. suivies, très, comme tu disais, médicalisées. Donc, C'est ça. il y a toujours, c'est considéré comme un risque. Donc, Oui, c'est ça. vous avez envisagé quand même un risque. Un risque. Ouais, voilà, c'est ça. Mais pas autant que ce qu'on Bien a eu sûr. au final. Et donc, la spécialiste nous dit, et il existe une autre option, c'est de stopper la grossesse sur une de vos filles. Donc, du coup, en l'occurrence, sur JB, ils appellent ça comme ça, qui est porteuse de plusieurs malformations très, très graves. Et je lui dis... je lui dis pas grand chose à ce moment-là. Je suis vraiment en état de choc. C'est mon mari qui parle à ma place, il me semble. J'ai même plus trop de souvenirs. Je suis un peu amnésique de la situation de ce moment-là. Il y a de la Je me souviens, sidération, ouais, il y a complètement. le choc, La sidération. C'est exactement ça. Mmh. De la même façon que j'étais vraiment choquée d'apprendre qu'il y avait 2 bébés, j'ai été extrêmement choquée d'apprendre ce qui nous arrivait. Bien sûr. Et en plus, elle m'a parlé de quelque chose que je pensais même pas possible, parce que du coup, elle m'a dit comment ça se passe si on arrêtait la grossesse. Donc, ça s'appelle une interruption sélective de grossesse. C'est une interruption médicale, mais sélective dans le cas d'une grossesse gémellaire, parce que tu interromps le cœur d'un bébé in utero et pas de l'autre. Et là, elle nous dit donc ça signifie que c'est comme un peu une amniosynthèse. On fait une piqûre, une sorte de piqûre dans l'utérus. C'est en quelques secondes que ça s'arrête. Et l'autre bébé a 1% de chance de déclencher l'accouchement. En fait, ça peut déclencher une contraction, mais il y a vraiment 1% de chance. Elle a vraiment dit ça. Donc voilà. Elle nous a expliqué que ça se passerait comme ça. Et après, elle nous a donné un truc, et c'est là où j'ai dit, quoi? Elle a dit, en fait, vous allez être enceinte des deux, mais vous aurez un bébé en vie et l'autre non. Jusqu'à l'accouchement. Et ça, pour moi, ça existait pas. C'était pas possible. Enfin, j'avais jamais pensé que ça soit possible. Voilà. Et en fait, elle a dit, c'est possible parce que vous avez 2 poches de liquide amniotique différents, etc., etc. Donc, bah là, oui, je me souviens plus de comment j'ai réagi. Je crois que je me suis effondrée. Je crois que j'ai dû crier. Je me souviens plus. Mais j'étais bouleversée à un niveau, état de choc total. Donc, je crois que là, c'est mon mari qui a pris le relais, et je sais pas comment il a fait, mais c'est lui qui a dû prendre le relais de la conversation. Il a dit, il a parlé pour nous deux, du coup, parce qu'on était d'accord, hein. On va arrêter la grossesse pour ma fille parce que beaucoup trop de difficultés dans le monde actuel. Un enfant handicapé, le regard des autres enfants, la douleur pour elle, ne serait-ce que les douleurs pour elle parce que c'était quelque chose de douloureux, c'était de multiples interventions médicales ensuite, etc. Donc on a fait un bon choix, mais on a fait un choix quand même. Oui, mais oui. J'aurais jamais regretté d'ailleurs ce choix, parce que je sais pourquoi on l'a fait. Bien sûr. Mais je sais aussi que si j'avais eu ma fille en bonne santé et ma fille complètement handicapée, les deux ensemble, elles auraient peut-être pu s'en vouloir l'une et l'autre. Ça aurait peut-être été un enfer entre les deux, on ne sait pas. En fait, j'avais toutes les raisons qui me poussaient à pas continuer dans le sens qui était donné. Et du coup, elle nous a expliqué simplement qu'ils devaient se réunir entre plusieurs professionnels, faire un espèce de... Un comité. Ouais, voilà, un comité, c'est ça, voilà. Et que, a priori, dans tous les cas, vu la gravité de la situation, ce serait oui dans leur côté à tous. Mais voilà. Elle m'a expliqué aussi qu'il fallait attendre beaucoup de semaines, parce qu'à ce moment-là, je suis qu'à la T2, donc je suis à 22, 23. Oui. Voilà. Il faut attendre au moins la 30e semaine. Donc là, je suis 1 mois et demi avec 2 bébés en vie, 2 bébés qui se développent quand même. Même s'il y a un écart de croissance, puisque ma fille est porteuse de malformation, elle peut pas tout développer, mais elle se développe quand même. Bien sûr. Au moment de l'intervention, donc à la 31e semaine aménorrhée, le 13 février... non, je dis... 16 février. Oula. 16 février. Non, parce que le 13 février, j'avais eu un rendez-vous, c'est pour ça. Bref, pardon. Le 16 février, du coup... c'est le dernier jour où ma fille est en vie. C'est à ce moment-là qu'on a l'intervention. Donc, je dois repartir à Lille, au CHU. Je suis suivie vraiment par la spécialiste uniquement. Mon gynéco, il a plus du tout la main sur l'histoire.
Et c'est pas lui qui fait mon intervention, c'est vraiment la spécialiste. Oui. Et ça se passe en quelques secondes, vraiment. Et pendant tout ce temps où j'ai attendu, donc entre le moment de la T2, Oui. le rendez-vous officiel du lundi juste après, et la 31e semaine, le 16 février, il se passe 1 mois et demi. Où du coup, mes 2 enfants grandissent. Et moi, j'arrive plus à parler avec mon ventre. J'arrive plus à parler avec mes bébés. Oui. Je suis bloquée. C'est l'état de choc qui fait que J'arrive du coup plus. ça te bloque tant que voilà il n'y a pas voilà l'interruption entre guillemets et que tu dois quand même continuer à voir ces bébés se développer. Je pense que là à ce moment-là c'est compliqué. Ça, c'est encore dur, hein. Ouais, c'est encore dur. Ça Ça fait s'entend. longtemps que j'avais pas reparlé de ça. Pardon. Ça remue un peu. Donc oui, à ce moment-là, le cœur de ma fille est arrêté à 31 SA plus 4. Ouais. Donc 7 mois et demi environ de grossesse. Voilà. Donc on est sur un bébé au moment où le cœur est arrêté de 33 centimètres. Ok. Et quelque chose m'avait frappé dans le rendez-vous avec la spécialiste quand on a appris ce qui se passait, donc le 19 décembre, la semaine de Noël, ça je pourrais jamais oublier. Ouais. Elle nous dit, après l'intervention, donc vous allez garder votre bébé sans vie jusqu'à l'accouchement et votre bébé en vie. Et elle m'a dit, votre bébé va se momifier. Elle a utilisé ce terme. En fait, c'est hyper violent, mais je m'en souviens vraiment comme elle l'a dit. Et du coup, je le ressors à chaque fois qu'on me demande comment ça s'est passé parce que c'est un terme vraiment violent et en même temps tellement réaliste de ce qui s'est passé. Parce que donc, du coup, le cœur de ma fille a été arrêté. Il y avait encore 1 mois et demi de grossesse, normalement. Oui. Et j'ai finalement accouché par césarienne d'urgence et tout ça, mais voilà. Et quand ma fille a été sortie de mon corps, elle faisait plus que 13 centimètres. D'accord, oui. Donc on est passé de 33 centimètres à 13 centimètres à la naissance, quand elle est née sans vie, du coup. Et c'est là que j'ai compris ce qu'elle a voulu dire par momifier. Parce que je l'ai vu. Oui. Après la naissance donc de ma fille, donc tout ça dans la tumulte, j'ai quand même pris un petit temps avec ma fille, donc que j'ai appelée Viana. Oui. À la maternité, ils l'avaient enveloppée, tout ça. Et eux, ils ont un petit peu l'habitude de ce genre de situation et du coup, ils l'avaient enveloppée pour que je puisse la voir et que ce soit pas trop difficile pour moi. Oui. Mais du peu que j'ai pu voir d'elle, effectivement, j'ai compris le terme momifié. On n'est pas du tout sur un nourrisson joufflu et rose. C'est pas du tout ça, un bébé qui naît sans vie. Pour les mamans qui doivent connaître cette sensation, vous avez très bien l'image en tête de ce que je veux représenter. Donc, ouais, c'est un terme qui m'a bouleversée, mais en vrai, il est complètement réaliste avec la situation, parce que le bébé sort comme ça. Je sais pas comment je peux dire autrement les choses. Donc voilà, et j'ai vu ma fille, du coup, 2 fois à la maternité. Oui. Et après nous, avec David, on avait assez cheminé depuis plus d'1 mois, du coup, avec ce qui se passait. Ça faisait depuis décembre. À ce moment-là, on était en mars, le 31 mars, donc quand j'ai accouché. On s'était déjà dit qu'on souhaitait pas faire un réel enterrement, des funérailles. Oui. On n'a pas souhaité faire des funérailles parce que, en fait, on estime que notre fille, elle est pas dans un cimetière ou quoi. Elle est chez nous. Elle est avec nous, toujours. Oui. Et on a décidé de la représenter sous la forme d'une petite coccinelle. Parce que quand j'ai eu l'échographie qui m'a annoncé que j'attendais des jumeaux, à ce moment-là, il y avait 2 coccinelles dans notre voiture. Et je sais pas pourquoi, ce truc est resté. Au final, pour quand même différencier nos 2 filles, on a Sanaï, c'est notre petite abeille. Oui. Et sa sœur Viana, du coup, c'est notre petite coccinelle. La petite coccinelle s'est envolée le 16 février. Voilà. D'accord. Donc voilà, elle s'est officiellement envolée le 16 février. C'est pour ça qu'on a gardé cette date-là comme date un peu anniversaire pour elle. Oui. On voulait distinguer les 2 dates. La date de naissance de Sanaï qui est née en vie, en bonne santé. Bien sûr. Et la date de sa sœur qui est partie dans l'amour autour, etc., etc. Ça permet de garder le lien, en fait. On a gardé un lien quand même. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et je préfère comme ça les choses. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas une décision qui est très répandue. D'habitude, les gens font des funérailles et tout ça. J'en suis bien consciente. Mais nous, ça nous parlait pas du tout de faire ça. Déjà parce qu'on n'est pas très croyants.
Et aussi parce que, bah ouais, notre fille, elle est chez nous, en fait. Elle est pas vraiment morte, en vrai. Elle est pas là, mais elle est là tout le temps. Ouais, elle est là Voilà, avec donc vous tout le temps, quoi. voilà, c'est ça. Donc il y a des éléments représentatifs à la maison, un peu partout. J'avais fait un espèce de petit hôtel mignon dans la chambre de sa. Bref, elle existe quand même, quoi. Elle est là avec vous. C'est ça. Elle est toujours présente. C'est ça. Elle a pas vécu sur Terre, on va dire. Elle s'est pas incarnée comme nous, on va dire ça comme ça. Mais elle a vécu 7 mois et demi en moi. Je l'ai senti bouger quand même. Bien sûr. Ce que je sentais, c'était peut-être pas ses pieds, c'était peut-être que ses petits poings, mais j'ai senti des choses quand même. Donc elle est là, donc elle est toujours là. Elle est toujours là. Il y a eu de la vie. Voilà, c'est ça. Viana. Mais c'est vrai que ça paraît pas être vraiment ça parce que elle était 7 mois et demi à l'intérieur. Elle a pas vécu, j'ai pas vu son visage en vie. Donc c'est toujours un peu délicat. Des fois, je me sens pas très légitime de ça. De ce que je traverse. Des fois, je me suis dit, mais non, mais à côté, une maman qui perd son bébé d'une mort subie du nourrisson, ou qui naît sans vie à la naissance, ou qui a un accident de grossesse, qui a un accident à la naissance, ou quoi. Je me dis, c'est quand même pas pareil. Pourquoi moi, je sens les choses comme ça? Mais bon, au final, j'ai travaillé depuis là-dessus et je sais que c'est légitime aussi. Mais Bien bon. sûr. Ça reste légitime. Ça reste légitime aussi, ouais, voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc voilà pour la grossesse. Voilà pour la grossesse. Donc on a gardé un gros trauma de grossesse. Oui. Corporel pendant longtemps. Là, avant que je puisse accoucher de Isao, j'ai été vraiment très très stressée. Toute ma deuxième grossesse, là, c'est clair. Parce que cette idée d'avoir été une espèce de sanctuaire, ça m'a poursuivi très 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 longtemps. Et je me suis dit, c'est pas possible que mon corps il fasse un bébé en bonne santé après. Oui, ça restait ancré. Ah oui. Tant que tu n'avais pas revécu peut-être quelque chose. Mais j'étais comme une tombe, quoi, pour moi. C'est horrible, hein, mais. Ouais, t'as gardé ça en toi. J'ai quand même porté un être mort dans mon corps. À quel moment mon corps il peut vivre encore et donner vie encore? Ah, c'est pas possible. Même si Sanae allait très bien, j'avais quand même occulté oui, t'avais occulté ça, tu vois, j'ai gardé que cette idée de mon corps comme sanctuaire, vraiment. Je l'ai souvent dit avec ma psy d'ailleurs, ça. Ouais. T'as gardé vraiment cet aspect-là. Bah en fait, elle est morte à l'intérieur de moi, donc elle est morte avec moi aussi, quoi. C'est morte aussi, quoi. Pendant longtemps, je me suis sentie plus là. Plus là. Même en étant là pour Sanae, hein, parce que du coup, c'est ça, forcément. Ça va sûrement être la suite de tes questions, mais ouais. La suite, bien sûr. Ouais. Mais oui, parce que Sanae était toujours là. Sanae va bien. Sanae va très bien et depuis la naissance. Alors certes, elle est née avec 1 semaine de prématurité. Certes, elle est... Non, qu'est-ce que je dis, 1 semaine, elle est née à 36 plus. Ouais, alors bref, un tout petit peu préma, quoi. Un tout petit peu préma. Très petit poids, très fragile, mais en vie, en bonne santé, et tout allait bien. Oui. Donc, j'ai vécu ça très positivement, en fait. Elle est née le 31 mars, et puis fin juin, les choses me sont retapées, me sont revenues comme un boomerang, en fait. Oui, bah oui. Oui, c'est revenu à ce moment-là. Ouais. Je sais pas si c'était la chute d'hormones ou juste mon cerveau qui m'a rattrapée à ce moment-là. Parce qu'avec la fatigue, on a moins les idées claires et du coup, les choses négatives, elles sont plus présentes. Et là, j'ai commencé à me sentir au plus mal. Vraiment. Là, j'ai commencé à sombrer. Et ça a duré longtemps. Ouais. Et la seule chose qui me maintenait, c'était ma fille et mon mari. Parce que j'en ai parlé avec mes amis beaucoup, j'en ai parlé avec mon entourage beaucoup, et en fait, beaucoup de monde a eu les bons mots, mais il y a aussi autant de gens qui ont été très maladroits. Et du coup, ça faisait qu'augmenter ma colère. Et ça, c'est très dur à gérer. Parce que les gens, ils sont là, ils veulent aider, hein. Ils veulent aider, hein. Et c'est pas les bons mots parfois. Ah ouais, c'est trop maladroit. Ah ouais. C'est pas ce qu'on a envie d'entendre à ce moment-là. Ouais, je sais même pas ce que j'avais envie d'entendre à ce moment-là. Je crois que j'avais rien envie. En fait, on veut juste du silence parfois. Moi, j'ai commencé ma thérapie à la fin du mois de mai, début du mois de juin. Et les choses, elles sont vraiment parties en vrille juste après mon anniversaire, donc tout début juillet. Là, j'ai commencé à sombrer, à pleurer tout le temps, à avoir un noir, de faire des crises d'angoisse. Là, ça a commencé à être très difficile. Là, ouais. Et puis, j'avais Sanae, il fallait tenir le coup. Donc, en fait, elle me maintenait à flot. Oui, je ne vivais que pour elle.
C'est elle Que qui pour elle. t'a maintenue Que pour elle. en vie, Ah, bah, c'est tu ça. peux le dire? C'est complètement ce Mmh. que je disais. Ouais. C'est elle qui me maintenait en vie. Mmh. C'est mon mari qui me maintenait en vie aussi parce que lui, il faisait Bien tout sûr. pour continuer de faire exister Viana, déjà. C'est une des choses très importantes parce que là où beaucoup de monde refusait de m'en parler, d'évoquer la situation, quoi que ce soit, de Oui. me demander vraiment comment je ressens ça, Mmh. en fait. Bien sûr. Pas comment je vais, parce que ça, on me l'a demandé beaucoup. Oui. Mais comment je ressens les choses, Mmh. quelle est la place de Viana dans mon cerveau, dans ma vie et tout. Et ben mon mari lui faisait tout pour la faire exister encore, donc c'était Oui. le premier à dire dès qu'il voyait un truc coccinelle ou quoi, voilà, je te montre, je t'en parle, elle existe, c'est notre fille, et voilà. Et en même temps, on était en complet décalage sur la manière de maintenir, Oui. de vivre notre De deuil. vivre le deuil, Et du coup, à chacun. lui aussi, j'ai commencé à lui en vouloir. Mmh. Et là, c'est pareil, c'est parti en vrille complet à la maison, entre nous. Donc toute la deuxième année de Sianae, donc en fait, jusqu'à autour de ses 1 an, quoi. Ouais. Juste un petit peu après ses 1 an, ouais, c'est ça. Mmh. Là, par contre, j'ai cru que c'était notre couple qui allait sombrer. Oui. Parce Là, que tu moi, as j'étais, senti que ouais, c'était, parce que moi, j'étais dans le difficile. pire. Ouais, c'est ça. Mmh. Il a été très patient au tout début de ma dépression. Vraiment, la psy m'a dit que j'étais en dépression. Mmh. On a fait le petit questionnaire de la dépression postpartum, Mmh. celui où il faut avoir maximum 11. J'étais à 19. Voilà. Donc elle m'a Oui. dit, il y a la dépression du postpartum qui existe telle qu'on la connaît, et il y a la Oui. dépression périnatale, enfin postnatale, Oui, pardon. postnatal. Et donc vous êtes plus là évidemment parce Mmh. qu'il y a un deuil. Bien sûr. Mais ça reste une dépression du Mmh. postpartum et il faut la mener quand même. Voilà. Mmh. Donc moi j'étais complètement là-dedans et lui il vivait mieux les choses et je lui en Oui. voulais en fait. De mieux vivre les Et choses. oui, je lui en ai voulu très fort, j'ai été horrible. Je me souviens d'une dispute dans la cuisine où je lui ai dit mais de toute façon on dirait ta fille elle est même pas morte. Oui, parce On dirait que toi tu vas bien et que ta fille est pas morte. Oui, oui. Vraiment, j'étais Oui, oui. horrible. Parce qu'il se maintenait en fait, il s'accrochait Il peut-être s'accrochait à tout ce qui à était tout là. ce qui était là. Oui. Et c'était sa façon de faire son Il y a deuil ça aussi. Ouais, Et ouais. puis c'était sa manière de gérer son deuil Exactement, aussi. sa manière de gérer. Ouais. Et bon, il a quand même, bon, sans parler de tout ce qu'il a fait, mais il a quand même voulu aussi essayer un petit travail psy, mais au final, Oui. il s'est rendu compte que c'était pas ce qu'il lui fallait, c'était pas ça Mhm. dont il avait besoin, parce que pour lui, ça restait encore pas aussi concret que pour moi, Oui. forcément. Mais bon, ça, le temps que je comprenne qu'on n'est pas tous pareils pour mener le deuil, qu'on n'est pas tous Tout à fait. pareils pour traverser tout ça, là, ça m'a pris plus d'1 an, quoi. Oui, il fallait du temps. Il fallait du temps pour passer par les différents processus de deuil aussi. Il y a ça. Et puis d'accepter que voilà, vous êtes deux, vous êtes une équipe, mais que tous les deux, vous avez pas forcément la même manière de gérer le deuil. C'est ça. Et que, moi, je vivais que pour Sanae. Ouais. Donc en fait, j'étais loin de Ouais. lui. J'étais très loin. Et il faisait tout pour qu'on tienne, quoi, pour que le bateau Ouais. il coule pas. Oui. Ouais. Que la famille soit debout. Tu vois, debout. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, je sais que c'était ce qu'il faisait, mais à l'instant T, j'étais Quand on est incapable de le dedans, voir. oui, je pense que le processus, le deuil est tellement, on est dedans quand C'était on lourd. le vit, C'était c'est très lourd. Et puis dans de la dépression, on vit pas les choses comme avec du recul comme aujourd'hui quand on est sorti de tout ça. C'est ça. C'est une évidence. C'est ça. Oui, voilà. Aujourd'hui, ma psy m'a dit quand j'étais plus dans l'état dépressif. Ouais. Voilà. Mais il y a eu beaucoup d'années quand même. Il y avait 2 ans, plus de 2 ans. You got me up and I keep bleeding, I keep bleeding, love. I keep